Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Quand la croisade est officiellement lancée, on est en 1209, le cadre idéologique est clair. Il s'agit d'extirper l'hérésie cathare et de châtier ceux qui la tolèrent. Texto. Mais dès les premières opérations militaires, vous avez un décalage qui apparaît quand même entre le discours et les faits. Très vite, la croisade cesse d'être une simple expédition punitive pour devenir tout simplement une guerre de conquête, avec ses logiques propres, ses chefs, ses profits et évidemment ses excès. Les armées qui convergent vers le Midi ne sont pas composées uniquement de pèlerins animés d'un zèle religieux, vous l'imaginez bien, on y trouve des seigneurs du nord du royaume, des chevaliers rénants, des aventuriers qui sont attirés par la promesse d'indulgence spirituelle, mais aussi par des gains matériels extrêmement réels. Parce que la croisade offre un avantage inédit, vous l'avez compris, les terres confisquées aux hérétiques et à leurs protecteurs peuvent être redistribuées aux vainqueurs. Et là, je peux vous dire que ça va tomber comme à Gravelotte. Le combat pour la foi devient indissociable d'une perspective d'ascension sociale et territoriale. Le premier choc est d'une violence sidérante. Ça se passe à Béziers, on est en juillet 1209, la population est massacrée, sans distinction. Cathares, catholiques, hommes, femmes, enfants, tous sont frappés. L'épisode est devenu emblématique, évidemment, marque une rupture décisive. Il installe la terreur comme mode opératoire et il annonce une guerre où la nuance n'a absolument plus sa place. La logique inquisitoriale future est déjà en germe. Mieux vaut frapper large que laisser subsister le doute. Et c'est le fameux aussi ensuite, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens, etc. On est dans ce système-là. Après Béziers, la prise de Carcassonne confirme que la croisade ne se limite pas à une démonstration de force ponctuelle. Là, les villes tombent, les vicomtes sont dépossédés, les populations déplacées, et c'est à ce moment-là que va émerger la figure centrale de la croisade dont je vous parlais tout à l'heure, le fameux Simon de Montfort. C'est un chevalier pieux, discipliné, implacable. Il incarne la fusion parfaite entre ferveur religieuse et ambition politique, il y a tout dans lui. Sous son commandement, la croisade va carrément changer d'échelle. Il va mener une véritable guerre éclair, la blitzkrieg avant l'heure, fondée sur la mobilité, la brutalité, la confiscation systématique des terres. Et les châteaux tombent les uns après les autres. Le Lauragais, l'Albigeois sont occupés. Les seigneurs locaux sont éliminés, contraints à la soumission ou contraints à l'exil. La militia Christi, c'est-à-dire l'armée du Christ, si vous voulez, l'armée sacrée, impose un nouvel ordre par la force. Mais ça reste une domination fragile. À mesure que la violence s'intensifie, forcément, vous avez la réaction de l'autre côté, les résistances qui s'organisent. Les sièges se multiplient, Minerve, Thermes, Lavaur, ça devient des symboles d'une guerre d'anéantissement. Les supplices aussi infligés aux vaincus, des pendaisons, des bûchers collectifs, des mutilations, visent autant à punir qu'à dissuader. Là, il ne s'agit plus seulement de vaincre militairement, il s'agit de briser moralement toute velléité de résistance. La croisade révèle alors sa véritable nature. Elle ne distingue plus clairement l'hérétique du fidèle, le croyant du simple habitant. Tout le monde est suspect. Toute protection accordée aux cathares est assimilée à une trahison. Eh bien, ce glissement-là est fondamental. Il transforme un conflit religieux en une guerre totale, où la loyauté politique devient un critère de salut ou de damnation. Eh bien, dans ce contexte, les institutions féodales traditionnelles volent en éclats. Les liens vassaliques sont rompus, les droits coutumiers ignorés, les arbitrages locaux balayés par le droit de conquête. La croisade fonctionne selon, là on va dire, des règles exceptionnelles, une justice exceptionnelle, justifiée par l'urgence spirituelle. Mais ces règles d'exception, cette justice d'exception, eh bien, tendent à devenir la norme. L'ordre ancien est méthodiquement démantelé. Ce processus, évidemment, ne va pas échapper aux observateurs contemporains. Très vite, la croisade va susciter des tensions diplomatiques quand même majeures. Les puissances voisines, en particulier, vous avez la couronne d'Aragon, s'inquiètent quand même de l'expansion fulgurante de Simon de Montfort, avec l'angoisse du « si jamais il passe les Pyrénées, au secours ». Le conflit déborde le cadre méridional, il devient un enjeu international, vont s'affronter des intérêts politiques autant que religieux. La géopolitique, c'est pas qu'aujourd'hui, c'est de tout temps. Surtout, la croisade révèle ses propres limites.
La conquête territoriale est rapide, mais l'adhésion des populations, elle, ne suit pas. Derrière les murailles tombées, le catharisme demeure vivant. Les bons chrétiens continuent de circuler, les croyants de les soutenir. La victoire militaire ne se traduit pas du tout par une victoire spirituelle. Eh bien, cette contradiction va peser lourdement sur l'avenir du conflit. Et en quelques années, la croisade albigeoise s'est transformée. Ce qui devait être une opération de police religieuse est devenue une entreprise de domination durable. La guerre sainte a engendré une nouvelle géographie du pouvoir, fondée sur la dépossession et la violence légitimée. Mais elle a aussi ouvert une brèche, une porte, celle d'une résistance occitane qui bientôt va trouver un soutien inattendu au plus haut niveau. Et c'est ce retournement et l'entrée en scène décisive d'un roi, Pierre II d'Aragon, qui marque la phase suivante du conflit, celle où la croisade se heurte pour la première fois à une opposition politique structurée.